Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Pour construire un avenir commun de liberté, aujourd'hui toute la mémoire est revendiquée. L'identité et le rôle de chacun dans la République. Pour cela, il faut inscrire la place de l'esclavage dans la mémoire nationale, l'enseigner à l'école et dans les manuels scolaires qui cette fois feraient leur travail pour former des générations intégrées et heureuses de l'être. Et que ceux qui se considèrent comme des descendants d'esclaves, que les colonisés d'hier, immigrés d'aujourd'hui, deviennent des citoyens français. Il y a encore, il faut le reconnaître, quelques chemins à faire. Et c'est pourquoi cette émission Bibliothèque Médicis est consacrée à ce thème. Avec Monique Cantos-Berber, nous recevons Patrick Caram, président du collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais. Vous êtes français de la Guadeloupe. Français de la Guadeloupe. Et militant de la cause. Et militant de la cause, comme beaucoup d'Antillais. Nous sommes plus de 40 000 dans notre association à militer pour que l'outre-mer reçoive une place, la place qu'elle mérite ici. Et le réveil date de quand ? Le réveil des Antillais date d'un certain nombre d'années, de 98 en particulier, lorsqu'il y a eu une immense marche avec 40 000 personnes qui demandaient la reconnaissance de l'esclavage avant la loi Taubira. Oui, mais comment on est arrivé à la manifestation des 40 000 ? Eh bien, c'est l'idée qu'il n'y avait pas d'histoire, que cette histoire d'outre-mer était une histoire complètement niée, que l'histoire de France était l'histoire simplement de l'Hexagone, alors que la France a une histoire qui est beaucoup plus large. C'était cette idée qu'il fallait effectivement que dans nos mémoires, dans notre mémoire collective, on puisse aussi parler de ce qui s'est passé en Outre-mer. On en parle dans la Bibliothèque Médicis, c'est que ceux qui ont travaillé depuis des années sur ces sujets. Marcel Dorini, vous avez publié, entre autres, Les Lumières, l'esclavage, la colonisation aux éditions La Découverte. Nelly Schmitt, vous publiez chez Fayard, L'abolition de l'esclavage, 5 siècles de combat, 16e et 20e siècle. Et vous faites partie d'ailleurs, l'un et l'autre, du comité que préside l'écrivain française des Antilles, Maryse Condé, pour la mémoire de l'esclavage. Le comité avait remis un rapport à Jean-Pierre Raffarin, le président de la République et le Premier ministre Dominique de Villepin vont prendre bientôt une décision à partir probablement de ce que vous leur avez inspiré. François Baroin, ministre en exercice, passionné, je suppose, par les territoires qui sont sous votre responsabilité. Absolument. Et depuis... Pas par les territoires, par les hommes et les femmes qui y vivent. Oui. Les territoires, bien sûr, mais ceux qui les la animent relation et et puis l'exigence que l'on a de les aider. Et que vous visitez régulièrement, naturellement. Est-ce que vous pensez qu'ils sont troublés, comme beaucoup sur le territoire national, par le débat qui est fait autour de l'histoire, de la mémoire ? Oui, ils sont d'abord très attachés à leur identité. Je crois que si on veut bien comprendre le mode de vie, il faut d'abord bien connaître l'histoire. C'est la première rencontre que j'avais eue avec Aimé Césaire en juin, quelques jours après ma nomination. Il m'a dit « Monsieur Baroin, je connais votre histoire, je vous demande de bien connaître la nôtre, pour nous comprendre et nous aider. » Je ne l'oublie pas. Aimé Césaire a préfacé le livre de l'abbé Grégoire, c'est une préface formidable, d'un livre éminent et extrêmement important, de la traite et de l'esclavage des Noirs, chez Arléa, on y fera référence tout à l'heure. Enfin, Mario Pazza, vous êtes éditeur et vous publiez ce livre, cette autobiographie d'une esclave chez Payot. Jusqu'alors, c'était un livre inédit en France et qui a été écrit par une Noire. Est-ce qu'on en est sûr ? Autour des années 1850, Anna Crafts est une esclave qui travaillait dans une plantation. On en est quasiment sûr aujourd'hui. Son nom n'est probablement pas Kraft, c'est certainement un pseudonyme qu'elle a peut-être emprunté à une autre esclave qui s'appelait Helen Kraft, qui s'est échappée en 1848 en s'habillant en homme et en se grimant en blanc. C'est ce qu'on appelle le phénomène du passing, quand les esclaves s'enfuyaient en se faisant passer pour blancs. Donc elle a probablement emprunté ce nom à Kraft. En plus, to craft en anglais, c'est travailler de ses mains. Or, elle était certainement fière d'avoir appris à écrire et à lire, et d'avoir pu, au terme d'une aventure donc de fuite très rocambolesque, écrire ce témoignage. Et grâce à Anna, n'est-ce pas Monique, on apprend beaucoup sur la vie terrible des esclaves. On apprend beaucoup, c'est sans doute ce qui permet d'assurer que c'est le récit d'une femme noire. C'est déjà un détail par rapport à... On a des récits d'anciens esclaves, mais on n'avait pas de manuscrits. Donc des récits d'anciens esclaves qui ont été probablement qui ont été publiés par des abolitionnistes. Donc il y a nécessairement derrière une plume d'éditeur. Mais oui, c'est ça. Mais vous dites son manuscrit. Alors là, on n'a pas le manuscrit. Non, vous n'avez pas là. On a le manuscrit.
puisque le manuscrit, donc l'universitaire américain l'a acheté en 2001, un peu par comment hasard. l'a-t-il trouvé? Il l'a acheté dans une vente, dans une galerie américaine qui chaque année, en février est le mois de l'histoire noire, parce que c'est le mois de naissance de Lincoln. Il a acheté ce manuscrit qui était en possession d'une bibliothécaire noire et universitaire qui était quasiment sûre qu'il était tout à fait authentique, comme écrit par une ancienne esclave. Nelly Schmitt et vous, Marcel Dorini, vous connaissiez l'existence de ce texte? Non. Ces récits, ces autobiographies sont extrêmement rares. Nous n'en avons pas en français. Nous n'avons pas l'équivalent dans l'histoire des Antilles françaises ou de la Réunion. Il y a d'autres récits, mais comme vous l'avez justement souligné, qui ont été publiés par les abolitionnistes, donc il y a un intermédiaire qui a écrit le texte, qui l'a peut-être réécrit. On ne peut pas le savoir. Donc c'est un témoignage c'est oral. un témoignage probablement direct. Oui. Mais en tout cas, elle raconte tout. La manière dont les esclaves étaient traités, à la fois par les négriers et par les bourreaux, les maîtres. Surtout, ce qui laisse entendre qu'elle est bien noire, c'est qu'elle porte sur les noirs. Par exemple, elle décrit un personnage, elle ne commence pas par dire qu'il est noir. Elle a une façon tout à fait naturelle de présenter un personnage. Après, on apprend éventuellement qu'il est noir parce que ça fait partie de sa description physique. Mais si on compare sa présentation des personnages à la case de l'oncle Tom, qui lui, donc livre écrit par une blanche, dans la classe de l'oncle Tom, le noir est d'abord présenté avec une tête laineuse, un teint foncé. Or là, le noir, c'est quelqu'un comme tout le monde. Mais elle-même était une mulâtresse et Elle-même surtout, était- elle travaillait dans l'espace domestique Oui, et alors- pas au champ. Il y avait une différence C'est- assez c'est- nette parmi la communauté noire esclave entre ceux qui travaillaient dans les maisons et ceux qui travaillaient au champ. C'est une autre des grandes originalités de ce livre, c'est tous les noirs, tous les esclaves noirs ne sont pas au même niveau. Elle fait une distinction, elle le fait très franchement, entre les travailleurs des champs et les domestiques de maison. Or, un blanc qui aurait été abolitionniste et qui aurait écrit là-dessus aurait une vision globale de l'esclave. Tout ça à la même enseigne. Oui, et elle montre bien la violence même et la haine entre esclaves. Oui, puisqu'on Avec l'oblige des à se niveaux un marier. peu différents. Et elle s'enfuit quand sa maîtresse, mulâtresse elle aussi, mais mulâtresse cachée, l'oblige à épouser un travailleur des champs noir. C'est à ce moment-là qu'elle décide de fuir. Et qui l'a recueilli, si on le sait? Alors, qu'il a recueilli le roman, il y a deux maîtresses, il y a des aventures rocambolesques, parce que pour expliquer la réalité de l'esclavage, elle puise dans la littérature de son époque, et surtout dans Dickens, ce qui n'est pas un hasard, car Dickens est vraiment présenté, y compris par des Noirs qui deviendront directeurs de journaux, comme l'ami du pauvre. Et il y a un parallèle entre le pauvre vivant dans Londres au XIXe et l'esclave vivant dans les États du Sud. Oui, c'est Black House, hein, c'est le roman de C'est inspiré, Dickens qui a totalement inspiré, qui est l'arrière-fond de ça. Et comment on peut imaginer qu'elle avait ces connaissances dans cette culture? Elle a appris clandestinement dans le roman, elle explique qu'un couple de blancs lui a appris au péril de la loi, puisque c'était interdit à lire et à écrire. Le fait qu'elle sache lire et écrire, ça permet en partie d'identifier, c'est-à-dire que quand on compare l'inventaire de la bibliothèque de celui qu'on pense avoir été son maître et les sources, enfin les influences littéraires de son bouquin, on tombe sur les mêmes ouvrages. Vous avez eu raison de le publier. C'est un suis très fier, très beau j'en suis document. fier. Vous l'aviez lu? Non, pas encore. Mais il faut rendre hommage aussi à l'universitaire Oui. Louis Gates, Oui, qui a oui. acheté ce manuscrit parce qu'il faisait partie de la collection de Dorothy Parker Wesley et qui a mené une véritable enquête policière pour essayer de déterminer l'identité qui était derrière cette Anna Kraft. Voilà, alors des témoignages aussi intéressants et parfois bouleversants, on n'en a pas beaucoup. Hein. Je m'adresse aux grands spécialistes qui travaillent sur les textes et les dossiers. Il y avait celui de Kugoano, si je me souviens bien, Qui est le grand classique. qui est le grand classique et qui date de quand? Il y en a deux, Morlac et Kugoano, et qui Morlac, datent de... de la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Et ce sont des ouvrages qui ont été traduits, qui ont circulé en France par l'intermédiaire de la Société des Amis des Noirs, qui ont diffusé. Mais évidemment, l'authenticité est certainement moins proche, moins directe. Elle n'a jamais été remise en cause. Mais il y a probablement une médiation, une réécriture qui se comprend très bien, puisque nous sommes là face à des populations qui étaient presque toujours analphabètes ou fort peu Écrasés, alphabétisées. empêchés d'apprendre, Voilà, etc. voilà. Mais est-ce que, quand vous faites des recherches, vous retrouvez quelquefois soit les traces écrites ou orales qui émergent de l'histoire des esclaves? ou Traces des écrites esclaves directement, non, mais on trouve des témoignages à travers, par exemple, des procès. Comme souvent, comme pour la société française du XVIIe oui, et du XVIIIe, les archives de la répression, les archives de la justice sont des sources parfois les plus proches, mais un interrogatoire
ou un témoignage, c'est tout de même pas la même chose qu'une autobiographie. Alors, la légende de l'esclavage, qui a été souvent écrite, je suppose, par les maîtres, est aussi une légende de la soumission, de la passivité. Or, quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup de révoltes, qu'il y a eu de la résistance aux battus, des fuites d'esclaves, ce qu'on appelait ailleurs du marronnage, c'est ça, et des villages fortifiés par des esclaves fugitifs, des révoltes personnelles. Oui. Dès le Il y en a début vraiment beaucoup. Ah, il y en a de manière incessante. Dès le début de la colonisation européenne aux Caraïbes d'Amérique, il y a résistance, et donc dès le début de la traite négrière et du système esclavagiste, qui sont les deux grands piliers de cette colonisation aux Caraïbes d'Amérique, il y a résistance des esclaves depuis l'Afrique, depuis les processus de traite négrière, jusque sur les plantations, jusque dans les mines que les Européens implantent aux Caraïbes d'Amérique, que ce soit les Caraïbes insulaires. Par les procès qui leur ont été faits, non? Ou alors par les procès, mais surtout des aussi récits. par des récits, par les rapports des gouverneurs locaux qui appellent des troupes. Parce que cette résistance va provoquer, bien sûr, des appels de troupes, des battues, des campagnes de guerre que les Européens vont être obligés de mener contre ce que vous évoquiez tout à l'heure, à la fois ce qu'on appelait les nègres marrons ou les cimarrons, qui édifiaient effectivement des grands camps, les quilombos notamment du Brésil, mais il y en a eu aussi dans toutes les Caraïbes insulaires. Et ces appels à des troupes... Ce n'était donc pas de la résistance individuelle, c'était des groupes? Il y avait tout. Il y avait de la résistance individuelle. Il y avait même des suicides. C'était une forme de résistance extrême à titre individuel. Beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides. Et il y avait donc des phénomènes de rébellion et des phénomènes de fuite des plantations, le marronnage, vers les grands camps de marronnage. Et ces grands camps, souvent, dès le début du XVIe Pourquoi on les siècle... appelait les marrons? Ça vient du mot cimarron, qui en fait, on a pensé que c'était un terme espagnol qui voulait dire courir vers les cimes, parce qu'effectivement, le marronnage est possible quand il y a des montagnes très boisées, qui autorisent la création de refuges et la création de ces grands camps, de ces grands villages fortifiés, eux-mêmes inspirés des grands villages fortifiés d'Afrique. C'était une répétition assez fidèle de ce qu'il y avait en Afrique. Et donc, on a trouvé aussi le terme Saimaroun dans les documents anglais comme venant aussi d'un terme caraïbe. Donc, on n'est pas exactement sûr de l'origine du mot. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces grandes battues, ces grandes campagnes de guerre que les Européens ont été obligés de mener dès le début du XVIe jusqu'aux abolitions, jusqu'à l'une des dernières abolitions en 1886 à Cuba ou 1888 au Brésil, ces grandes campagnes étaient souvent ponctuées de trêves, de traités de paix. C'était des véritables guerres, bien sûr. C'était des véritables guerres qui avaient lieu, que ce soit au Brésil, que ce soit dans toute l'Amérique centrale, ou même en Jamaïque, ou en Guadeloupe, ou en Martinique. Il y a eu des trêves conclues avec les nègres marrons. Associations, vous les appelez Violette, Grenat? Alors ça, c'est encore autre chose. C'est un phénomène, disons, de résistance culturelle dans le cadre même de l'esclavage. Il y avait, si vous voulez, entrer en esclavage... Non, elles étaient surveillées. Elles étaient clandestines. Dès qu'il y avait réduction en esclavage, il y avait mort sociale de l'esclave. C'est-à-dire qu'il n'avait plus aucun droit social, tel qu'on pouvait le concevoir à l'époque. Mort physique aussi, bien sûr. Il faut savoir qu'un esclave qui arrivait aux Caraïbes d'Amérique avait une espérance de vie de 4 à 6 ans. Mais ceux qui survivaient ont forgé au fil des siècles, parce qu'il faut bien voir que ça a duré plus de 4 siècles, ont forgé effectivement une culture qu'on a appelée, dans le monde anglo-saxon, une culture souterraine. Et c'est là que ces associations de grenades, de violets, dont on a le témoignage en 1848 dans les colonies françaises au moment de l'abolition de l'esclavage, se sont formés sous l'esclavage, mais après l'abolition, et c'est là que l'historien a de grands regrets, c'est qu'on n'a plus de traces écrites, sauf quelques très rares témoignages de gens qui l'ont vu sous l'esclavage, mais ça a disparu. Là, nous parlons des esclaves, de l'esclavage, de ce qui est le produit aussi de tout le cheminement et des traites dont
on parlera Bien sûr, peut-être bien sûr. tout à l'heure. Vous montrez remarquablement toute la gamme de réactions qu'avaient les esclaves, depuis la révolte sur les navires jusqu'au suicide, à ces espèces de constitution d'une communauté culturelle souterraine propre aux esclaves, aux grandes révoltes, au meurtre ou empoisonnement des maîtres. Mais vous insistez aussi, et ça c'est une chose qu'on connaît assez mal, sur au fond le peu de rapport qu'il y avait entre ces révoltes d'esclaves et l'inspiration des mouvements abolitionnistes. Comme si les mouvements abolitionnistes n'étaient pas au fond au courant de ce qui se passait à l'intérieur même des communautés d'esclaves comme manifestation de rébellion et de rejet. C'est vrai. Lorsqu'on observe les mouvements abolitionnistes, il faut bien comprendre tout de même que les premiers abolitionnistes sont les captifs et les esclaves eux-mêmes. C'est eux les premiers qui s'opposent avec leurs moyens, faibles, non écrits, à ce qu'ils vivent. Au bout d'à peu près 2 siècles, il y a formation dans le monde occidental, c'est-à-dire en Europe, notamment en France, en Grande-Bretagne, puis et aux États-Unis. Il y a formation de grands courants abolitionnistes qui n'ont en fait que peu de rapport avec les esclaves eux-mêmes, qui travaillent essentiellement sur des rapports qu'ils lisent, des rapports de voyageurs, des rapports d'administrateurs, et qui n'ont souvent que des informations ou tronquées ou partielles et souvent voilées, étant donné que les gouverneurs eux-mêmes qui sont dans les colonies, qui ont à faire face à une révolte d'esclaves ou à des menaces de révolte d'esclaves, qui étaient encore plus fréquentes que les révoltes elles-mêmes, ne tiennent pas trop à faire part au ministère parisien, versaillais ou parisien, de leur incapacité à maîtriser les choses. On n'en est plus là, hein, François Baroin, vous êtes informé de tous les mouvements, de toutes les revendications, de toutes les aspirations. Mais le problème... On parle de l'histoire. Oui, mais bien sûr que l'histoire. Mais justement, l'histoire de l'esclavage, elle a été souvent refoulée, occultée. Est-ce qu'elle doit faire partie d'emblée, comme ça pour vous, de l'histoire de tous aujourd'hui? L'histoire de l'esclavage, comme l'histoire de l'abolition de l'esclavage. L'histoire de la colonisation, comme l'histoire de la décolonisation. L'histoire. Je parle sous le contrôle d'éminents spécialistes, de chercheurs. Il y a eu des grands débats sur la période révolutionnaire, vous vous en souvenez. Est-ce que c'est un bloc? Est-ce que ça n'est pas un bloc? Est-ce que c'est l'expression de la liberté individuelle? Est-ce qu'on intègre la contre-terreur? Est-ce qu'on intègre le début de Bonaparte avant qu'il ne devienne Napoléon? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 7 ans? Tout ça sont des débats de grands spécialistes, de chercheurs, d'historiens. Chacun a son jugement. J'ai mes connaissances. J'ai mes lectures. Qu'on enrichit régulièrement, la preuve. Mais pour vous parler franchement, quand j'ai été nommé ministre de l'Outre-mer il y a 7 mois, à l'exception évidemment de la reconnaissance de la date, pas une seconde, je n'avais imaginé une telle présence dans l'actualité. Alors c'est vrai que l'article 4, nuitamment adopté par le Parlement en début d'année dernière sur la décolonisation, amplifie. C'est pour ça que je pense que nous avons besoin à la fois de l'expression des chercheurs et des historiens, nous avons besoin de la présence des philosophes dans ce débat, des intellectuels, que les politiques doivent pouvoir s'exprimer sereinement, tranquillement, et en rappelant que nous parlons de l'histoire et que nous devons assumer notre histoire. Vous voulez dire que la décision finale, elle n'appartiendra pas forcément aux politiques, aux historiens, aux politiques, aux chercheurs, aux philosophes, non, mais je pense... parce que toute la société est concernée, d'un coup. Attendez, l'expression de la connaissance, c'est une expression de très grande notoriété publique. Nous avons besoin de la connaissance des spécialistes. Ce sont des gens qui travaillent des heures et des heures, des semaines, ce sont des passions, des vocations. Ils mettent en perspective, nous avons besoin de leur regard. Le politique que je suis, comme je le dis, il a sa sensibilité personnelle, son intérêt particulier, individuel pour la connaissance historique. Mais je suis engagé. Donc si je dis quelque chose, peut-être que la moitié de la population va se dire, parce qu'il est UMP, c'est ça. Et d'un autre côté, lorsque les socialistes... UMP, pardon de le rappeler, je n'ai fait tomber aucun livre. Non. Bon. Même chose pour les socialistes. C'est bien la raison pour laquelle, lorsqu'une majorité s'engage sur le terrain historique, c'est susceptible de provoquer des débats qu'on ne peut pas maîtriser. C'est sujet à caution. Mais la question que vous avez posée, c'est de savoir s'il s'agit de l'histoire de France. Pardon de revenir dessus, c'est l'histoire de France. Sinon, on se retrouverait, comme à l'époque de l'Union soviétique, avec des sujets tabous. Dans les pays totalitaires, on a une fâcheuse tendance à sélectionner ce qui nous intéresse dans l'histoire. Mais même dans les pays démocratiques. Justement, Serge Klarsfeld, qui était là il y a quelques semaines, a raconté comment toute une part de l'histoire des Juifs et des Juifs de France avait été occultée. Donc, c'est pas mal que vous, les historiens, vous fassiez remonter à la surface et à la conscience de la société. Parce que parfois, les historiens en démentent. Prenons le cas de Napoléon, parce que pour nous, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
On parle à propos de cette loi du 23 février 2005 d'histoire orientée, parce que les législateurs ont voulu effectivement qu'on parle du rôle positif de la colonisation. Mais est-ce que vous savez que sur Napoléon, un livre par jour, sur ce livre qui est écrit par jour depuis son décès, combien de livres ont parlé de ce rétablissement de l'esclavage par Napoléon? Combien d'historiens... On parlait pas... Pardon, non, mais revenons dessus 30 secondes. On parlait pas... Oui, non, mais très bien. Mais on parlait pas de l'esclavage. Donc à partir de ce moment-là, on redécouvre l'action, le fait que les grands intellectuels des Lumières n'ont rien dit, n'ont rien fait, y compris sur le Code noir, dont on parlera tout à l'heure. Je veux dire que les historiens ont aussi une part de responsabilité dans cette affaire, puisque sur Napoléon, on a pu voir à quel point il y avait des carences, à quel point ces historiens français se contentaient de commémorer, de glorifier, alors que leur rôle, c'est de donner une histoire neutre. Il y a quelques éminents spécialistes, comme M. Dorigny, qui, effectivement, ont une vision de l'histoire qui est plutôt neutre, mais il y en a d'autres, effectivement, qui conçoivent leur mission comme étant une mission de glorification. C'est pour ça qu'il faut les écouter. Il faut les écouter tous. Donc ça ne doit pas seulement relever d'historiens, ça doit aussi relever de toute la société. Mais en quoi ce problème est-il propre à Napoléon et aux Noirs? Après tout, Saint-Louis a exclu les Juifs, ça n'empêche pas que les historiens aient écrit de grands livres. À propos de Saint-Louis, Louis XIV a fait dévasser le Palatinat. Ça a été d'une certaine façon un des premiers génocides civils qui ait jamais été commis. Il y a aussi de grands livres qui encensent l'action de Louis XIV. En quoi ce problème est-il propre au lien entre Napoléon et les Noirs? C'est un problème tout à fait général qui a trait au rôle de l'historien et à la manière dont, lorsqu'il étudie l'œuvre d'un homme d'État, il est obligé de faire la part entre les grandes réalisations et les... Ce n'est pas parce que dans le passé, effectivement, il y a eu des manques qu'il faut continuer à perpétuer les manques. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez vu récemment un historien connu, Rousseau, Henri Rousseau, qui dans Le Monde, alors que 19 historiens demandent l'abrogation de la loi Taubira, Guesso et la loi sur les Arméniens, Henri Rousseau dit non. Finalement, la loi sur Guesso et la loi sur les Arméniens, il y a encore mémoire d'homme. Et pour l'esclavage, ça remonte à 400 ans, donc on peut l'oublier. Pardon, ça revient à votre question. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a actuellement 90 ans, en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane, 90 ans, a pu connaître un esclave, puisque l'abolition de l'esclavage, c'est 1848. Donc c'est une mémoire encore qui est une mémoire humaine. Dans des sociétés où la tradition et l'oral, même s'il y a eu effectivement un veto, l'idée qu'il ne faut pas parler de ça après les abolitions, eh bien il y a encore cette idée que l'esclavage imprègne les esprits, que l'esclavage est encore très présent. Monsieur Caron, si vous le permettez, je trouve que la société a apporté une belle réponse. Le 10 mai, la représentation nationale, à l'unanimité, a voté la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Le président de la République, dans quelques jours, va annoncer au nom de la nation française. Il incarne la France. Il incarne la France dans sa diversité, dans sa continuité, dans son unité, dans le regard vers le passé et puis dans l'orientation vers le futur. Il va annoncer une date. Je trouve que c'est un débat qui n'est pas médiocre, qui n'est pas dérisoire, qui est utile à la société, qui prépare les jeunes générations qui nous suivent à une meilleure connaissance du passé. Et je pense qu'il est important de le faire avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de générosité. Ça s'est passé, et en même temps il y a eu l'abolition. Il y a eu l'esclavage, et il y a eu la liberté. C'est tout ça que nous devons retenir. Monsieur et c'est ce message politique. Je vous suis tout à fait, mais juste un mot là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre revendication n'est pas une revendication qu'on pourrait instrumentaliser pour ensuite porter la haine. Pas du tout. Nous, ultramarins, vous savez, les originaires d'outre-mer, ils ont à la fois une part d'esclaves, mais qu'ils le veuillent ou pas, aussi une part d'esclavagistes. Ce sont des fruits de métissage. C'est pas mal de le reconnaître. Ne tronquons pas les débats. Simplement, ce que nous souhaitons, d'abord, rendons hommage à la France, oui. Seule la France a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Quid de l'Angleterre, quand même première puissance sur la traite négrière et l'esclavage. Quid des Pays-Bas, Monique, vous voulez dire, etc. Il ne faut pas rester comme ça avec l'envie de parler. Aussi a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Très récemment aussi. Et j'insiste sur la lutte que la Grande-Bretagne a menée contre l'esclavage et sous la traite, qui est vraiment, selon le mot de Lecky, une des seules pages vertueuses de l'histoire humaine. Nous avons déposé en Europe un texte pour faire reconnaître l'esclavage par l'Europe comme un crime contre l'humanité. Et les traites aussi. Et les traites négrières et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Les traites négrières. Alors, je vais être très clair là-dessus. Oui. Il y a eu des traites africaines, il y a eu des traites arabo-musulmanes, il y a eu aussi une traite européenne qui a aussi sa spécificité. Il y a une spécificité que de prendre des gens, que de les envoyer dans un territoire précis, et les descendants d'esclaves ne sont pas des descendants de colonisés. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Sinon aller sur un territoire et contraindre les gens. Là, on a pris des gens, on a d'abord colonisé un territoire, il y avait des Arawaks, au nom de la conception de droit international, la terre, comment dirais-je, incognita, c'est-à-dire la terre vide.
on a considéré que ceux qui y habitaient, c'était des sauvages, on pouvait les dépeupler et mettre des gens, effectivement, et réduire ces gens d'esclavage pour produire. Et ces gens étaient considérés comme des objets. Alors oui, il y avait une spécificité de l'esclavage qu'on appelle actuellement transatlantique, puisqu'il suffisait d'être noir pour être considéré comme un esclave en puissance. Et cet esclave, Madame Schmitt rappelait tout à l'heure les chiffres effrayants, avait une durée de vie entre 4 et 6 ans. Ce sont des millions et des millions d'esclaves, de noirs qui ont été attrapés, qui ont été transplantés en Europe. C'est une responsabilité qui est européenne, qui n'est pas qu'européenne. L'Afrique doit se regarder aussi son passé. Les historiens anglais et américains disent 40-45 millions au total. Hein, vous me direz si c'est ça. Il y a des querelles de chiffres, on ne va pas jouer là-dessus. Mais la traite transatlantique, c'est autour de 11 à 12 millions. Il ne faut pas oublier les 30 autres millions. On y reviendra tout à l'heure. Mais ça ne rend pas plus humaine la traite transatlantique. Je voudrais simplement dire que dans le livre de Nelly Schmitt, vous dressez une route de la canne à sucre, comme on a une route de la soie, la canne à sucre, le clou de girofle, le coton, on peut ajouter aussi les mines. Et Philippe Lallemand est en train de montrer la carte. Hein, on part de la baie du Bénin, avec la sinistre ville de Ouida, c'est ça, pour aller vers Cuba, en passant par les Caraïbes. Et puis, ou de Zanzibar vers l'île Maurice, au cœur du Maghreb, ça devait être aussi beaucoup Essaouira, qui a été Mogador, au Maroc, entre autres, pour aller vers Séville, ou encore de Nantes et de Bordeaux pour aller à Madère ou vers les Canaries. Puis vers les Caraïbes. Vers les Caraïbes. Et ça, à la fois le déplacement de population et en même temps de forces qui étaient des forces de production et de la main-d'œuvre. Oui, il faut insister sur le fait que l'UNESCO a dit récemment, mais reprenant en fait des termes et des expressions qui datent du XVIIIe siècle, hein, parce qu'on avait tout dit, tout critiqué depuis le XVIIIe siècle. On n'a fait que puiser dans l'arsenal argumentaire du XVIIIe siècle. Tous les philosophes, beaucoup de philosophes. Louis Salam Molin, dans son livre publié au PUF et réédité sur le Code noir. Nous pourrons parler de ce livre. Oui, ouais. Bon. Il y a eu au XVIIIe siècle, ou du livre, que ce soit dans le domaine français ou dans le domaine anglophone, quand je dis anglophone, c'est-à-dire aussi bien les Quakers des États-Unis que les abolitionnistes britanniques et les philosophes français, il y a eu constitution d'un arsenal argumentaire extrêmement intéressant qui, dès cette époque-là, a qualifié de crime contre l'humanité la traite négrière et l'esclavage. Qui sévissait. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il disait crime contre l'humanité. Crime contre l'espèce humaine. Réflexion sur l'esclavage des Noirs. Ouais. Et voilà. La traite était rentable. Oui, la traite était rentable, contrairement à des propos divulgués ces dernières années. Elle était rentable. Alors, elle n'était peut-être pas rentable dans des conditions, dans des proportions aussi énormes qu'on a pu fantasmer dessus, mais elle a permis de constituer des fortunes qui se sont investies dans différents secteurs de l'économie, même si les négriers eux-mêmes n'ont pas été des capitaines d'industrie. Le circuit de l'argent a été là. Est-ce que vous montrez bien que évidemment, ce ne sont pas, à l'époque du commerce négrier, ce sont des millions de gens qui en ont profité. Pas seulement les négriers, mais les commerçants, les petits, les grands, les artisans. Il y a une économie intégrée de la traite. Si on isole la traite du port atlantique vers les côtes d'Afrique et le retour vers l'Amérique, on manque évidemment une grande partie du circuit. Les navires négriers, ça c'est une des particularités de la traite négrière, partent avec des marchandises manufacturées. On n'achète pas les esclaves avec de l'argent, on achète avec des marchandises. Ces marchandises ont été fabriquées, ont généré du travail, des salaires, des profits, du commerce. Et les esclaves, vendus aux Antilles, permettent d'acheter des marchandises, des produits tropicaux, notamment le sucre, le café, qui à leur tour génèrent à la fois des profits et du travail en métropole. Donc il y a une économie de la traite qui ne peut pas être séparée de l'économie coloniale dans son ensemble, du complexe colonial dans son ensemble, et segmenter ce circuit pour en isoler un fragment revient évidemment à se condamner à ne pas comprendre ou à ne pas vouloir comprendre ce circuit. Alors je voudrais dire, puisque j'ai la parole, que vous inquiétez pas, je suis venu essentiellement ici pour parler de ce recueil d'articles d'Yves Beynaud. Yves Beynaud est mort il y a 1 an, début janvier 2005, et dans le débat d'aujourd'hui, de la France de 2005-2006, où il est question de la colonisation, question de l'esclavage, et du lien
que la société française métropolitaine fait ou ne fait pas avec cette histoire, je pense que le retour sur les travaux, la longue vie de chercheurs et de militants d'Yves Benoît est absolument indispensable. Benoît a montré Il faut dire combien... qui est Yves Benoît. C'était un pseudonyme. Yves Benoît, c'était un pseudonyme. Il a cherché pour lui de la manière la plus désintéressée. Voilà, c'est un chercheur en partie solitaire, qui n'a pas fait de grande carrière universitaire, bien que docteur d'État, et qui a écrit énormément. Son œuvre est immense. À la fin de ce recueil d'articles, nous avons publié la quasi-intégralité de sa bibliographie. Je dis quasi-intégralité parce que nous en retrouvons encore aujourd'hui qui nous avait échappé. Et il a montré, et il est vraiment le premier, le lien qu'il y a entre la pensée des Lumières, la critique de la colonisation, la critique radicale de la colonisation, et la critique de l'esclavage. Et ce travail, il l'a mené de façon extrêmement érudite à partir du début des années 50, quand est arrivé à la Bibliothèque nationale les papiers de Diderot. La découverte du fonds Vandel à la Bibliothèque nationale est absolument capitale. On voit là que dans les manuscrits de Diderot, il y a la trame du mouvement abolitionniste français dans sa version radicale. Et aujourd'hui, quand... Attendez, mais lui, pourquoi il s'y était intéressé? Il s'appelait Hellman, c'était un médecin. Il s'appelait Hellman. Alors, il était juif. Il était fils d'un médecin juif roumain, arrivé en France au début du XXe siècle, et qui a été médecin donc, dans la petite ville de la Ferté-sous-Jouarre, et qui a été déporté en octobre 1943 sur dénonciation. Lui et sa femme, donc la mère de l'histoire dont nous parlons, ont été déportés à Auschwitz et ont été gazés à leur arrivée. Ils avaient plus de 50 ans, ils ont été sacrifiés immédiatement. Mais pourquoi, au lieu de s'occuper de l'histoire des Juifs dont il avait souffert, il s'est préoccupé essentiellement, il a donné toute sa vie aux droits de tous les hommes et des Noirs? Alors, la réponse profonde, intime, bien que l'ayant beaucoup connu, il ne me l'a jamais donnée car il parlait très très peu de lui. Ce que je peux dire, c'est qu'il a été très tôt un militant anticolonialiste, donc à la fin des années 40, au retour de la guerre. Il a été très proche d'Aragon, des Le Havre, il a vécu dans ce milieu-là, lui était jeune bien entendu, et il est parti en Afrique du Nord d'abord et en Afrique noire ensuite, où il a vécu l'histoire de la décolonisation, où il a joué un rôle, notamment au Ghana, où il a été directeur de l'Institut des langues étrangères. Et là, il a pris, en quelque sorte, fait et cause pour le mouvement de Il n'a décolonisation. jamais recommandé la violence comme Frantz Fanon, auquel les temps modernes, avec Claude Lanzmann, consacrent pratiquement tout un numéro de la revue Les Temps modernes. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du message de l'enseignement d'Yves Benoît aujourd'hui dans le débat auquel nous participons et auquel toute la société Alors, je crois conviée. que ce que l'on peut retenir, c'est le lien qu'il y a, le lien indissociable qu'il y a entre le mouvement de la société européenne qui découvre en quelque sorte la diversité, les variantes de l'espèce humaine, en affirmant constamment l'unité de l'espèce humaine. C'est le credo des Lumières, l'unité de l'espèce humaine, qui sera remis en question au début du XXe siècle, au début du XIXe siècle, pardon. On commencera à théoriser la hiérarchie des races, que cette conviction de l'unité de l'espèce humaine débouche sur la condamnation à la fois de la colonisation et de l'esclavage. Si je peux ajouter quelque chose pour situer le travail d'Yves Benoît dans les polémiques actuelles, il a, montré le lien fondamental entre les Lumières et le mouvement abolitionniste. Et là, il s'oppose à certaines des thèses de Salamolins que vous évoquez. 2, il a montré que, d'une certaine façon, l'essor économique européen dépendait en partie de l'esclavage. Et d'une certaine manière, les abolitionnistes eux-mêmes profitaient de l'esclavage. Cette ambiguïté-là, il l'a parfaitement saisie. Et là, il s'oppose aux thèses qui ont été récemment mises en avant par tout un courant, entre autres Olivier Pétré-Grenouillot. Et 3e point, est-ce qu'il le rend très connu parmi les 18e-istes, il a montré l'apport de Diderot au texte de l'Abbé Raynal, donc cette espèce d'œuvre collective qui est publiée de dernière édition à la fin des années 60, 1860, et qui s'appelle l'histoire philosophique et politique du commerce et des établissements des Européens dans les Indes, qui était une sorte de livre de commande de Choiseul pour faire l'état de l'avantage colonial de l'esclavagisme et qui se transforme en machine de guerre contre l'esclavage grâce à Diderot. On va citer même une phrase de l'abbé Grégoire reprise par Aimé Césaire. Depuis 3 siècles, dit-il, les tigres et les panthères sont moins redoutables que vous pour l'Afrique. Depuis 3 siècles, l'Europe, qui se dit chrétienne et civilisée, torture sans pitié, sans relâche en Amérique et en Afrique des peuples qu'elle appelle sauvages et barbares. Elle a porté chez eux
la crapule, la désolation et l'oubli de tous les sentiments de la nature pour se procurer du sucre, de l'indigo et du café. C'était l'abbé Grégoire. Mais pourquoi vous ne parlez jamais du Code noir? Alors nous pouvons parler du Code noir, Non, effectivement. mais pourquoi ça reste aujourd'hui encore un sujet tabou Non, ou pas du quelqu'un tout. a Non, exagéré pas du en le tout. présentant? Le Code Pas noir, du il tout. faut rappeler, comme le dit Louis Salamolins au PUF, il raconte une très longue histoire qui commence à Versailles, à la cour de Louis XIV, en mars 1685, c'est-à-dire un an après la révocation de l'édit de Nantes, et se termine à Paris en avril 48, sous Arago, etc. Je vais vous raconter une anecdote. Samedi dernier, je présentais une conférence dans une des salles de l'Assemblée nationale, une salle que j'ignorais, qui s'appelle salle Colbert. Nous étions donc sous le buste de Colbert. Oh là et là j'ai là commencé mon intervention en rappelant, puisque c'était une association antillaise qui m'invitait, en rappelant que nous allions parler sous le regard du rédacteur ou de l'inspirateur du Code noir. Le Code noir a été publié après la mort de Colbert, mais il en est bien le père, comme des autres codes d'ailleurs publiés dans il faut rappeler ce qu'il y a dans le Code structure. noir. Alors le Code noir, c'est la codification des rapports maître-esclave, et c'est l'imposition en quelque sorte sur la société des esclaves du rôle de l'État, du rôle de la société. Ce qui est un cas unique dans l'histoire des colonies esclaves, puisque dans les colonies anglaises ou les colonies espagnoles, ce type de code n'existera que beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. L'air de mêler deux mots qui sont incompatibles, l'esclavage et le droit, Voilà. l'esclavage et le code. Non, Voilà. Le code noir est l'irruption en quelque sorte de l'État qui impose des règles, qui impose des normes barbares, violentes, mais qui brise en quelque sorte ce rapport privé qui était celui de rapport maître-esclave. C'est quelque chose qui est absolument fondamental pour la compréhension du Code noir. Ça passe vite, hein, le temps. Nelly Oui. Schmidt. Deuxième élément qui est indispensable pour sa compréhension, c'est que le Code noir n'a pas été appliqué concrètement. Sur place, alors, il est très intéressant à étudier au point de vue juridique, Ouais, au point pas de été vue appliqué sur place. philosophique. Sur place, ce qui était appliqué, c'est ce qu'on a appelé au XVIIe siècle les coutumes coloniales, c'est-à-dire les pratiques locales. Beaucoup qui plus ont violentes été- que le Code noir. Oui, beaucoup plus violentes. Le maître avait tout pouvoir de vie et de mort sur les esclaves dont il était propriétaire. Et ça a réellement duré jusqu'au XIXe siècle. Vous avez raison, parce qu'il y a une phrase reprise par Salamolin, mais qui est de Condorcet, parce que dans le Code, on dit les maîtres injustes peuvent être punis. Et Condorcet dit depuis plus d'un siècle, il n'y a pas eu un seul exemple d'un supplice infligé à un colon pour avoir assassiné son esclave. Absolument. Mais Monique. ça, c'est le problème de la question d'esclavage depuis l'Antiquité. Dans le droit romain, l'esclavage est décrété contra naturam. Il n'empêche que l'esclavage a toujours fait partie, jusqu'au XVIIIe siècle, du jus gentium, c'est-à-dire du droit coutumier, avec toute la permissibilité, en effet, dans les pratiques que cela impliquait. Les maîtres ont reçu le Code noir comme une intrusion illégitime de l'État dans leurs affaires privées. On a vu d'autres exemples beaucoup plus tard. François Borin, vous parliez, et on va écouter Patrick Caram, vous parliez de la date que le président de la République allait choisir pour la commémoration de l'esclavage, après le travail du comité. Marie Scondé, vous y avez participé. Est-ce qu'il est vrai que la date sera le 10 mai? Je ne suis pas président de la République et évidemment c'est lui qui donnera la D'accord. date. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement Raffarin, à la demande du président de la République d'ailleurs, a installé un comité, que ce comité est composé d'éminentes personnalités, qu'il a travaillé, qu'il a consulté, qu'il a formulé des propositions. Le président de la République recevra Marie Scondé, le comité, et écoutera les recommandations. Pourquoi vous avez suggéré le 10 mai? Le comité a travaillé longuement sur les questions de date en écoutant la société civile, comme on dit, et après examen de toutes les possibilités, y compris d'une date qui n'aura aucune signification historique, mais qui sera une date de convenance dans le calendrier, finalement, la date du 10 mai a été retenue, jour où la représentation nationale a voté à l'unanimité la loi reconnaissant l'esclavage, crime contre l'humanité. C'est peut-être plus facile pour moi de le dire dans la mesure où vous participez aux travaux. C'est déjà dans l'absolu pas facile de choisir une date. Ensuite, Conceptuel. il faut rappeler, tout comme il n'y a pas une outre-mer, mais il y a autant d'outre-mer qu'il y a de territoires, il n'y a pas une date, mais il y a autant de dates qu'il y a de territoires qui ont été directement ou indirectement concernés par le développement de l'esclavage. Ce n'est pas la même date à la Guadeloupe qu'en Martinique. Ce n'est pas la même date en Martinique qu'en Guyane. Ce n'est pas la même date en Guyane qu'à La Réunion. Mais il peut y avoir une commémoration nationale. Alors après, il faut trouver soit le plus petit dénominateur commun, soit le plus grand des multiplicateurs communs.
la proposition du comité, effectivement, le 10 mai. C'est, de notre point de vue, le plus grand des multiplicateurs communs, en ce sens qu'un vote à l'unanimité de la représentation nationale est quand même un symbole très fort. De toute façon, un jour, pour commémorer tous ensemble l'esclavage, est-ce que ce n'est pas un geste important de la République et positif? C'est un geste très fort et très positif. Je dois d'ailleurs, je le redis encore une fois ici, rendre hommage à la France, puisque ce débat n'a lieu qu'en France actuellement. Dans d'autres pays, dans d'autres pays européens notamment, il est complètement tronqué, occulté, et on n'en entend pas parler. Donc la France, rendons-lui hommage là-dessus. Une date, oui, pour commémorer, parce que c'est un manque. Par contre, quelle date? Et là, je voudrais mettre un bémol à ce que j'ai entendu. D'abord, ce comité n'a pas auditionné les parlementaires d'outre-mer. Ce comité n'a pas auditionné les principales associations d'outre-mer. Le collectif, qui regroupe plus de 40 000 membres et sympathisants, n'a pas été auditionné. Mais il faudrait aussi recevoir le conseil représentatif de l'Afrique, le CRAN. Le CRAN, pour nous, c'est quelque chose de raciste. Lorsqu'on base... Pour lui, vous n'existez pas. Et pour vous, il n'existe pas, sont des racistes. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on n'existe pas, puisque nous travaillons avec plus de 350 Mais vous ne pourriez pas vous entendre sur des points qui sont importants pour la mémoire, au lieu de faire la bataille des mémoires, M. Karam. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de principe. Toutes les associations d'outre-mer, quand le CRAN s'est créé, a dit attention, c'est raciste. Nous, en outre-mer, on ne se définit pas sur une couleur de peau, on se définit sur une identité. Et ce n'est pas la couleur de peau qui fait l'identité. On ne va pas vous dire, vous, monsieur El Kabash, vous n'allez pas me dire à telle personne, vous êtes noir, donc vous n'êtes pas français. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, vous n'êtes pas antillais parce que vous êtes blanc. Ce n'est pas la couleur de peau qui forge l'identité, c'est une conscience d'appartenir à un ensemble. Prenez le cas des discriminations dont on parlait. Monsieur Baron est très aimé en Outre-mer. Il sait l'aura qu'il a, l'écho qu'il a en Outre-mer. Sur cette question de discrimination, mais je vous le dis parce qu'on le sait en Outre-mer, sur cette question de discrimination, il y a deux types de discrimination. Il y a des discriminations collectives. Ces discriminations collectives, pour les Français d'origine étrangère, sont les mêmes pour les Français d'origine africaine et les Nord-Africains. Ce sont celles qui ont trait à leur origine. Ils sont d'origine étrangère. Pour nous, ce sont des discriminations fondamentalement de Français. La continuité territoriale, bancaire, des billets d'avion, etc. Ce sont des discriminations spécifiques. Quel est le lien avec les Français d'origine africaine? Rien. Sur les discriminations directes, maintenant, on entend dire que sur ces discriminations directes, nous aurions les mêmes discriminations. Prenons le cas du logement. Sur le logement, la principale discrimination que nous avons à subir n'est pas liée à la couleur de peau. Il y a quelques cas que nous traitons où c'est effectivement lié à la couleur de peau, c'est extrêmement rare. Le vrai problème, c'est que la caution en Outre-mer n'est pas acceptée. Je veux dire que votre père peut gagner ce qu'il veut, votre parent, votre famille, vous ne pourrez pas cautionner un appartement ici avec quelqu'un qui habite là-bas. C'est une discrimination. C'est une bataille sociale et politique. Est-ce que c'est pour cette raison, M. Karam, est-ce que c'est pour cette raison que vous allez voir ou vous avez vu François Hollande pour préparer les prochaines batailles politiques électorales? Justement, nous avons vu Nicolas Sarkozy 2 fois. Nous avons d'ailleurs travaillé avec lui sur cette loi du 23 février en disant attention, la colonisation n'étant pas l'esclavage, il faut enlever Outre-mer parce qu'on affaiblit la loi Taubira en confondant les deux. Nous allons voir, et Nicolas Sarkozy nous a demandé, comme François Hollande, de contribuer à l'élaboration des programmes de leurs partis politiques respectifs pour l'Outre-mer. Nous allons faire des propositions, nous travaillons dessus depuis plus de 6 mois. Mais est-ce que ça veut dire que vous aurez alors des candidats à la fois dans la liste UMP et puis UDF, UMP, PS, PC, Vert, bien sûr, parce que nous donc sommes la diversité politique. En Outre-mer, vous avez un Antillais, vous avez 2 tendances. Je veux dire que les Antillais sont effectivement comme les Français, ils sont dans tous les partis politiques. Il faut entrer dans le combat politique aujourd'hui. Mais il faut entrer dans le combat politique, dans le combat syndical. Il faut rentrer aussi dans les médias nationaux. Je veux dire, avec vos origines, votre histoire, votre culture. Ou en tant que citoyen français dans les partis. En tant que citoyen français, il ne peut pas y avoir de différence. On ne peut pas stigmatiser telle personne parce qu'il est noir. On ne peut pas dire à telle personne, c'est parce que tu es noir, tu vas avoir une représentation particulière, c'est du racisme. Pardon sur cette date. Permettez-moi de revenir 30 secondes sur cette date. L'ensemble des associations, la grande majorité des associations d'outre-mer ont choisi le 23 mai. Pourquoi le 23 mai? Pour 3 raisons. Parce que d'abord, c'est la première date de libération effective en 1848, le 23 mai 1848. Libération effective, premier esclave libéré, c'était en Martinique. Deuxième raison, parce que il y a eu, en 1998, le 23 mai précisément, 40 000 personnes qui défilaient dans les rues. Vous l'avez dit. Et c'est un réveil de la conscience. Et le troisième point, effectivement, c'est la date de promulgation de la loi Taubira. Donc pour ces 3 raisons, les associations d'outre-mer ont décidé que ça allait être. Les antillaises, guyanaises et réunionnaises décident que c'est le 23 mai. Moi, la seule question que je pose, c'est il s'agit d'une date hexagonale, pardon. Une date hexagonale, puisque chaque département a sa propre date. La Guadeloupe, vous l'avez rappelé à sa date, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Donc il s'agit d'une date hexagonale. Va-t-on imposer
aux associations d'Antillais, de Guyanais, de Réunionnais, qui sont les seuls concernés. Les Africains ne sont pas concernés par l'esclavage, il faut le dire très clairement. Ils ne sont pas concernés par l'esclavage. Les descendants d'esclaves, les non, si, ils sont concernés, mais les descendants d'esclaves ne sont pas africains. Actuellement, ici, les descendants d'esclaves sont de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Réunion. Va-t-on imposer donc aux associations... Avant. Oui, mais je parle de descendants d'esclaves. Je peux poser la question. Les Français d'origine africaine qui sont ici... Je préfère parler avec un moment pour illustrer. Monsieur Cabage, que vous puissiez écouter un peu Monsieur Karam. Oui, allez-y. Oui. Écoutez, ce qu'il vient de dire. Oui, mais moi, sur cette question de date, nous avons beaucoup discuté. Contrairement à ce qui vient d'être dit, nous avons reçu beaucoup d'associations. Nous nous sommes déplacés dans 2 grandes villes de province pour rencontrer des associations à Lyon et à Marseille, donc de la région Rhône-Alpes et de la région Provence-Côte d'Azur. Ces associations n'ont pas évoqué un seul instant le 23 mai, mais ça, bon, c'est... D'accord, mais si par exemple c'est le 10 mai, vous direz, on sera le 10 mai, on le fêtera. Le choix du président de la République, bien sûr, mais nous avons le droit, jusqu'à ce que le choix soit prononcé, nous avons le droit de faire valoir vous allez voir aussi Jean-Louis Debré pour exprimer votre opinion sur ce qu'il est en train de préparer. Vous avez dit à propos de la loi de février 2005, bon, il faut tourner la page. Qu'est-ce que vous allez écrire sur la nouvelle page? D'abord sur la méthode. Je suis un ancien parlementaire, j'ai eu 3 mandats, toujours été très choqué de la qualité des débats lorsqu'ils s'effectuent nuitamment, et lorsqu'on voit les conditions d'arrivée du sous-amendement, sachant que ça n'était pas une demande des associations de Harki ou d'Afrique du Nord. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. C'est important pour les exonérer dans ce débat d'une part de responsabilité, parce que par confusion et amalgame, on pourrait aussi se dire ce sont les descendants des Nord-Africains qui ont fait pression sous forme de mandat impératif sur la représentation nationale pour que ce sous-amendement soit voté dans l'article 4. On les exonère. Ça arrive comme ça. Personne n'en parle pendant 6 mois. C'est un peu l'enfant trouvé au début de l'été. Il a grandi très rapidement au mois de septembre et il a pris des proportions d'adultes en l'espace de quelques semaines. Et même d'adultes musclés. Voilà, en l'espace de quelques jours. Non seulement, évidemment, il faut une réécriture, ce qu'a souhaité le président de la République. Je pense qu'il faut donner les moyens à la fondation qui est créée dans le cadre de l'article 3 pour publier, financer toutes les recherches scientifiques. Et je pense, alors ensuite c'est de la tuyauterie réglementaire ou législative, soit on déclasse l'article 4, soit on s'oriente vers l'abrogation, mais sous une forme ou sous une autre, il faut effacer. Ce qui permet de créer le consensus le plus large. Le déclassement, c'est se débarrasser. Et la fondation qui va s'en occuper, la diriger, sera ouverte à tous ceux qui sont... Elle est créée par la loi, elle sera effectivement ouverte à tous et elle devra avoir des moyens financiers. En ce sens, l'État peut être utile pour lui permettre d'aider les chercheurs, les scientifiques, les historiens à mener les débats et donc donner de l'avis supplémentaire à cette question importante. Est-ce que vous trouvez aussi, François Baroin, on va en parler, Monique, et le temps passe, que l'histoire de l'esclavage est bien enseignée dans les écoles aujourd'hui? Qu'il n'y a pas un effort à faire? Une fois encore, je suis politique, je suis ministre de surcroît en exercice. Je porte un jugement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est orienté. Donc je ne veux pas tenir... Non, je veux pas tenir de discours contraire. On ne parle pas de contenu, on vous parle de... Non mais attendez, d'heures d'enseignement. Je ne peux pas d'un côté dire, lorsqu'une majorité, qu'elle soit celle qui me soutient ou une autre, s'engage, je le conteste, et de dire, vous me sollicitez, et immédiatement je vais dire, oui, il faut l'enseigner plus. Une fois encore, mon avis personnel, c'est qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais en logique politique, c'est soit au Conseil des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de le dire, soit aux historiens de le réorienter. Le débat en tout cas est ouvert à la télé, à Public Sénat et à Bibliothèque Médicis. On l'a fait avec et à propos de l'excellent livre d'Olivier Pétré-Grenouillot, Les traites négrières, essais d'histoire globale, que vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas, c'est pas le livre, c'est un article. Merci. Merci de rectifier. Mais vous croyez que c'était bien d'attaquer un historien? Est-ce que vous ne devriez pas ici dire, écoutez, on a posé le problème, maintenant on retire, on évite le procès qui va avoir le malheureux, alors qu'il fait un travail de recherche formidable? Monsieur El-Kabbah, je vous remercie de me poser la question parce que depuis quelques semaines, nous recevons entre 40 et 50 interventions dans les médias sans qu'on nous interroge. Nous n'attaquons pas Pétré-Grenouillot pour son ouvrage. Ça, c'est un ouvrage qui est de l'histoire. Nous avions 3 mois si nous voulions attaquer son ouvrage. Vous reconnaissez qu'il a fait un travail objectif sur l'histoire. Il a fait un travail d'historien avec son idéologie, son prisme, mais il a fait un vrai travail qui ouvre le débat, qui a le mérite d'ouvrir le débat. Par contre, ce que nous ne pouvons accepter, et c'est pour ça que nous avions réagi sur cette loi du 23 février, et c'est pour ça que nous réagissons contre lui, c'est qu'ils disent, dans le JDD, pardon, laissez-moi vous le dire, lorsqu'on l'interroge sur l'antisémitisme et Dieudonné, il ne répond pas.
Il répond en disant que c'est la loi Taubira, et je vous cite précisément Petre Grenouillot, le problème vient de la loi Taubira parce qu'elle fait des traites négrières et de l'esclavage un crime contre l'humanité, à l'image de la Shoah. Il compare esclavage et Shoah, au nom de quoi il rentre dans une concurrence victimaire, c'est inacceptable. Deuxièmement, il a l'air de rendre cette loi responsable de l'antisémitisme, et troisièmement, il a l'air de regretter que ce soit un crime contre l'humanité. On le connaît, puisque, je peux vous dire une petite remarque entre nous, puisqu'on parle librement. Il a été interrogé à Europe et ici parce que son livre est tout à fait remarquable. Et des historiens, un jury d'historiens a reconnu effectivement qu'il était intéressant et qu'il pouvait apporter sa contribution, comme les livres dont nous parlons aujourd'hui. 2, il a participé à un débat dans l'hémicycle du Sénat face à Mme Taubira et avec d'autres. Il y a eu un débat, une confrontation qui s'est bien déroulée. Et un journaliste l'a appelé du journal du dimanche parce qu'il venait d'avoir le prix, au téléphone, rapidement, etc. Et c'est à partir d'un article de cette nature fait rapidement que vous le traînez devant les tribunaux. Attendez, Monique va me reprocher de ne pas avoir pu donner la parole, allez-y. Monsieur le ministre a très obligeamment fait appel aux philosophes. Moi, je m'étonne. Il va de soi que la Shoah et l'esclavage ne sont pas la même chose. La Shoah avait pour but explicite l'extermination des individus. L'esclavage avait pour but explicite l'asservissement et la déshumanisation des individus. Maintenant, je voudrais vous poser une question, parce que pour s'y retrouver dans vos revendications... C'était la fin de la guerre, on aurait survécu. C'était absolument... Ne comparez pas les choses. Je suis le premier militant pour qu'on parle de la Shoah. Comme on parle du génocide des Arméniens. Alors je poursuis. Vous savez, pour s'y retrouver dans vos revendications d'identité, on a du mal. Non, ce n'est pas des revendications d'identité, ce sont des revendications de français. Donc vous posez mal le problème. Je n'ai pas commencé à le poser. L'identité noire, il va de soi que noir ne se réfère ni à une couleur ni à une race. Il y a énormément de personnes qui se réclament de l'identité juive et qui sont ni religieux, ni circoncis, ni même d'ascendance directe juive. Ensuite, il y a un autre type d'identité qui est l'identité africaine. Aux États-Unis, par exemple, la communauté noire se définit par l'identité africaine. Alors vous définissez par une sorte d'identité intermédiaire qui est l'identité ultramarine, qui est une troisième strate d'identité. Bon, tout ça enrichit la perception que vous avez de vous-même et c'est une très bonne chose. Mais pourquoi ces rapports de rivalité entre ceux qui se définissent comme noirs, ceux qui se définissent comme africains, ceux qui se définissent comme antillais? Je ne comprends pas très bien. Et par ailleurs, lorsque vous demandez réparation, je l'entends tout à fait. Une réparation, ça signifie, étant donné que c'est un phénomène qui s'est quand même interrompu en France en 1848, en tout cas sur le plan légal, même si les rapports de nomination ont persisté, réparation, ça veut dire commémoration, présence dans la mémoire. Il va de soi que ça ne peut pas être une réparation historique. Ce que vous demandez, c'est une loi qui reconnaisse un tort, mais un tort dissocié de toute réparation possible. Parce qu'à force d'exciter les mémoires et les demandes de réparation, c'est toute la communauté sociale qui risque de s'embraser. Êtes-vous bien conscient de ce danger ? Alors, écoutez, là je vais vous répondre en vous disant que vous êtes mal renseigné. Pardon de vous le dire avec beaucoup de gentillesse. D'abord, prenez le cas de Napoléon. Sur Napoléon, lorsque nous n'avions pas demandé de ne pas commémorer Napoléon, on voulait commémorer Napoléon, on voulait simplement qu'on rappelle qu'il avait rétabli l'esclavage. C'est exactement la même chose. Vous parliez des Afro-Américains, ils ne se définissent pas comme Africains. Vous savez que la communauté africaine a beaucoup de mal actuellement aux États-Unis avec les Afro-Américains, justement. Ils se définissent comme Afro-Américains. Et ils se voient en concurrence, là-bas, malheureusement, avec les Africains. Ici, vous parlez d'identité... D'origine africaine, américaine, d'origine africaine. Mais c'est un lobby afro-américain. Monique dit pourquoi cette sorte de confrontation, de rivalité? Non, il n'y a pas de rivalité. Nous travaillons parfaitement avec des associations. Vous les avez traités de racistes, les gens du Grand. Attendez, si. Lorsqu'on définit une association sur la base d'une couleur de peau, qu'est-ce qu'on fait? Du racisme. On aurait accepté en France une association de blancs? Pourquoi dire que les Noirs, c'est finalement ce qu'on faisait à l'époque de l'esclavage? Ils sont tous les mêmes, qui travaillent dans les champs et qui travaillent dans les maisons. C'est les mêmes, vous l'avez dit, ceux qui ont une vision différente, ce sont ceux qui sont à l'intérieur du système. Notre vision est différente. Nous avons une identité particulière. Les Français d'origine africaine ont aussi leur propre identité, qui est d'ailleurs segmentée. Et nous avons des combats différents. Si vous les mélangez tous les combats, vous n'arrivez à rien. En fait, vous noyez le poisson et vous faites... C'est pas ce qu'on fait, allez, c'est pas ce qu'on fait. Je voudrais, moi, conclure parce que le temps... Nous ne demandons pas de réparation. Pardon, il faut le dire ici. Nous ne demandons simplement qu'une chose, c'est que l'histoire soit enseignée, y compris pas simplement dans les écoles, y compris sur les médias nationaux. Bien sûr. Nous ne stigmatisons pas, nous sommes français, nous sentons parfaitement français. Tout ce qui enrichit le débat, Monsieur le Ministre, historique, politique, on le traite. Et on le traite ici.
vous voulez dire peut-être un mot, les deux historiens, bref, Oui, parce moi, que... j'aurais voulu revenir sur cette question de l'enseignement de la traite et de la colonisation et de l'esclavage. Dans le comité, dans le rapport du comité, édité depuis quelques mois, il y a une étude exhaustive des manuels scolaires, qui sont en fonction ou qui l'étaient encore très récemment. Et quand on regarde, de façon très objective, les tableaux qui ont été faits, on s'aperçoit de deux choses. Premièrement, cette histoire est présente dans les manuels scolaires. On ne peut pas dire qu'elle n'y est pas. Et deuxièmement, elle est éclatée. Elle est éclatée en différents chapitres que l'élève, compte tenu de l'ensemble des sujets qu'il a abordés, ne peut pas reconstituer, ne peut pas se donner une vision cohérente. Oui, donc, ça c'est lié aux différents cycles. C'est lié, voilà, c'est lié. Et nous avons demandé, donc, y compris à l'inspection générale, de revoir la formulation de ces programmes pour qu'il y ait un enseignement explicite, spécifique, de cette histoire de la traite négrière, de l'esclavage et des abolitions, que l'on retrouve en pointillés dispersés dans différents chapitres. Oui, ça, c'est extrêmement important. Peut-être un dernier mot, c'est assez logique qu'on les retrouve en pointillés, c'est pour ça. Certes. En raison des différentes vagues. On peut y remédier pour donner une vision globale. En raison des différentes vagues et donc des séquences d'apprentissage de nos jeunes. C'est pour ça que la proposition du comité est utile, parce qu'elle permet d'avoir un enseignement global. Une vue d'ensemble. Et qui évitera aux gens de 6e d'apprendre quelque chose qu'ils auront oublié en 3e si on ne leur rappelle pas dans l'intervalle. Voilà. Dans la suite justement de ce que le comité a fait au sujet des programmes scolaires et de leur reflet dans les livres scolaires, il y a eu aussi beaucoup de travail de fait et qui va être poursuivi sur le domaine de la recherche, le domaine des lieux de mémoire, le domaine du repérage justement de ces lieux et de leur mise en valeur, et le domaine de la recherche. Là, je voudrais insister, la question de la date est extrêmement importante, effectivement. Mon seul regret, c'est que quelle que soit la date qui sera choisie, elle sera choisie dans l'histoire immédiate. Il ne faudrait pas que ça masque 4 siècles précédents, extrêmement riche d'une succession de dates, d'une série de dates qu'il faut chacune mise en valeur. Oui, les 4 siècles, moi je vais jusqu'à la fin du XXe siècle, mais il y a eu du XVIe au XXe, mais il y a eu énormément de dates qui marquent justement des luttes de revendication, des luttes pour leur liberté, des luttes contre leurs conditions de la part des esclaves. Il faut trouver une date symbolique, mais il ne faudrait pas que les disputes, les petites discussions sur la question de date masquent un passé qui continue d'être encore très largement ignoré. Donc, je fais la passerelle là avec ce que je disais sur la recherche. Nous militons là vraiment très sérieusement pour le développement de la recherche, le développement et le financement de programmes de recherche. Tous les gouvernements donneront des moyens pour la recherche. Ah bah, si c'est dans la loi, ce sera bien. Bon, et j'ajoute que je voudrais, puisqu'on a parlé de vos livres, recommander avec beaucoup de force et d'assistance le livre de François Reynaud et Serge Daget, Les traites négrières en Afrique, chez Cartala. Ce sont des livres importants et Daget fait des... Très important. Serge Daget, rappelons-le, est le grand pionnier, le grand initiateur de la recherche sur la traite négrière en France, et il a contribué avec Jean Métas, malheureusement décédé bien avant lui, très jeune, oui, une trentaine d'années, à la publication de ce répertoire des expéditions négrières françaises en 3 gros volumes. 2 volumes pour la traite légale, 1 volume pour la traite illégale, qui est une mine. Et on ne peut pas dire, avec ces ouvrages-là, qu'on ne sait rien sur la traite. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on a mis comme temps? Parce que ces livres ont été publiés en 82, 85 chez Cartala. Eh bien, je dédie cette émission Bibliothèque Médicis avec vous tous à Serge Daget. Et à Jean Métas. Et à Jean Métas, et à François Reynaud, et à tous ceux qui font des recherches. Oui, je vous le prête. Parce qu'il est rare. Je vous le prête. Et est-ce qu'on peut, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, ne pas oublier toutes les formes, même hypocrites, d'esclavage qui continuent aujourd'hui? Que ce soit... On fait une liste? Non. Oui, je vous en prie, faites. Allez, allez-y. Non, mais allez-y. Allez-y. Moi, je constate... Y compris en Guyane, autour de la Guyane, avec tous les problèmes de l'immigration clandestine. Heureusement, il y a une commission d'enquête, justement du Sénat, sur l'immigration clandestine. Et quand on va entendre les révélations qu'elle va proposer, je pense que ça va faire aussi un choc, si elle sait le faire, aussi fort que celui d'Outreau. C'est moi qui le dis, peut-être que je me trompe. J'avais pris des positions il y a quelques mois qui avaient provoqué un débat, mais parce qu'il faut provoquer ce débat, la réalité va rattraper tout le monde. Oui. Je voulais ajouter, l'esclavage aujourd'hui est une réalité qui est montrée par de nombreuses enquêtes nationales et internationales. Mais il y a une différence fondamentale entre ces formes d'esclavage actuelles et l'esclavage dont nous parlons ici, c'est que l'esclavage
ancien en quelque sorte, qui a disparu pour la France en 1948, était légal. C'était la loi qui l'organisait, qui le régulait, qui éventuellement, à l'époque de la traite, versait aux frais du Trésor public des primes pour encourager cette traite. La différence avec la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, cet esclavage, même s'il existe, il est toujours illégal, il est toujours clandestin. Tous les États ont signé la Convention internationale interdisant l'esclavage. Et il est combattu plus ou moins en Arabie Saoudite, au Yémen, au Koweït, dans les pays du Golfe, dans certains pays africains, etc. Nous sommes tous un État de droit qui grandit et qui progresse. Voilà, il y a tant à dire. L'article 7 de la Cour pénale internationale donne les moyens, en tout cas, de lutter contre toutes les formes d'esclavage qui existent actuellement. Merci à tous d'être venus. Il y a tant à dire et tant à faire pour lutter contre toutes les sortes de trafics contemporains, pour enseigner la vraie histoire dès l'école, pour pouvoir continuer des recherches, on l'a dit, pour apprendre le respect de l'autre, de son passé, de sa culture, de sa dignité, de sa mémoire, en respectant celle de l'autre. De notre mémoire. De notre Mémoire nationale. C'est la vôtre, c'est la mienne. Le combat prend de l'ampleur et que les Noirs se rassurent, ils ne sont pas les seuls à combattre et à participer à ce débat. On est tout à fait. Merci à vous. C'était Bibliothèque Médicis, réalisé avec talent et émotion par Philippe Lallemand. Anne-Marie Moreau et Cynthia Fleury partagent toutes les qualités et l'efficacité de Philippe. Je vous remercie tous. Je vous remercie. À bientôt.